Bienvenue à l'épisode 43 du podcast du Dr. Kin. Donc, dans cet épisode, j'aimerais aborder le sujet du métabolisme de repos, donc le fameux métabolisme qu'on entend souvent parler. J'aimerais ça bien définir, j'en ai parlé précédemment, mais j'aimerais ça juste bien définir le tout. Et surtout, essayer de clarifier certaines choses parce que, encore dernièrement, il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup d'intervenants en activité physique, en nutrition, en naturopathie qui vont parler du métabolisme de repos, puis ils vont mélanger certains concepts, puis ça pourrait induire, disons, le client, le patient en erreur, en plus de mener peut-être à des moyens d'action qui ne seraient pas appropriés ou qui ne mèneraient pas à l'atteinte des objectifs qu'on se fixe initialement. Donc, le fameux métabolisme de repos, c'est la dépense énergétique de repos. Il faut faire la distinction entre métabolisme et métabolisme de repos. Le métabolisme représente l'ensemble des processus énergétiques sur une journée. Donc, le métabolisme, c'est la quantité totale de calories qu'on va dépenser sur une journée. Ça inclut le métabolisme de repos, la dépense énergétique associée à la digestion, on appelle ça la thermogénèse alimentaire, la dépense énergétique associée à l'activité physique, donc l'ensemble des contractions musculaires qui vont élever la dépense énergétique au-dessus du métabolisme de repos. Et dans un niveau un petit peu moins important, la thermorégulation, donc la gestion de notre température corporelle. Donc, le métabolisme, à ne pas confondre avec le métabolisme de repos. Lorsque on parle de métabolisme, souvent sur Internet ou encore en consultation, on va faire référence de facto au métabolisme de repos. Donc, il faut faire la distinction, on ne peut pas utiliser de façon interchangeable métabolisme et métabolisme de repos. Donc, métabolisme, quantité de dépense énergétique totale sur une journée. Métabolisme de repos, c'est la quantité d'énergie qui est associée aux processus cellulaires qui ont lieu en absence de contraction musculaire et en absence de digestion et de thermorégulation. Donc, c'est l'ensemble des processus énergétiques qui maintiennent nos fonctions vitales. Donc, c'est vraiment la base. L'analogie que je donne souvent, c'est votre voiture, vous la démarrez. Elle est stationnée dans le garage, il n'y a pas de chauffage, pas de climatisation, pas de radio, pas de lumière, il y a juste le moteur qui tourne, la voiture est immobile, la consommation d'essence de la voiture à ce moment-là représente le métabolisme de repos de la voiture. Donc, ce fameux métabolisme de repos-là, son principal déterminant, c'est le gabarit. Donc, plus un individu est corpulent, plus il y a une grande quantité de cellules, plus sa consommation d'oxygène au repos va être importante. Donc, c'est vraiment le gabarit qui est le déterminant majeur, qui va nous dire, si on a à parier à savoir qui a la plus grosse dépense énergétique de repos dans une salle, il est fort à parier que ça va être la personne qui est la plus lourde. Ensuite de ça, l'âge a un certain effet. En vieillissant, on observe que le métabolisme de repos ralentit très légèrement, mais c'est surtout en vieillissant un effet au niveau d'un changement de composition corporelle. Donc, on remarque qu'en vieillissant, il y a une diminution de la masse musculaire, il y a une augmentation ou un maintien, dans certains cas, de la masse grasse. Donc, à ce moment-là, comme on perd du muscle, le muscle est relativement énergivore. Donc, si on en a moins, la dépense énergétique au repos va diminuer un petit peu. Donc, en vieillissant, c'est surtout la perte de masse musculaire qui a un impact notable. Donc, ça revient un petit peu au gabarit. Donc, l'âge comme tel, c'est pas tant que ça un effet là, sur le métabolisme de repos. Donc, on observe une diminution de l'activité du système nerveux en vieillissant, mais c'est négligeable là, comme effet sur la dépense énergétique de repos. On parle aussi différence homme-femme. Donc, encore une fois, ça revient un peu au gabarit. Donc, les femmes ont tendance à avoir un métabolisme de repos un peu plus petit, un peu plus faible que les hommes pour un poids comparable. Habituellement, c'est pour un même poids, on va observer que les hommes ont tendance à avoir une masse maigre un peu plus importante, une masse grasse un peu moins importante que chez les femmes. Donc, c'est surtout cette différence-là. Donc, un homme de 65 kg et une femme de 65 kg, en général, l'homme va avoir un peu plus de masse maigre que la femme et un petit peu moins de masse grasse. Donc, c'est surtout ça qui va expliquer les différences au niveau du métabolisme de repos. Chez la femme, il y a également le cycle menstruel. Donc, à certains moments du cycle menstruel, on va observer des fluctuations. C'est variable. Par exemple, lors de la phase folliculaire, donc au tout début du cycle menstruel, on va observer un métabolisme de repos qui est beaucoup plus bas. Chez certaines femmes, ça peut aller dans quelques centaines de calories, donc 100, 150, 200 calories parfois. Des fois, c'est négligeable, là, une dizaine de calories. Donc ça, ces fluctuations-là énergétiques, c'est cyclique. Et
Et on va observer ça de façon naturelle. Et encore une fois, c'est variable. Donc, d'une femme à l'autre, chez certaines femmes, on ne voit pas cette différence-là au niveau du métabolisme de repos, alors que chez d'autres, c'est un peu plus prononcé. Donc ça, c'est pour le métabolisme de repos. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ses principaux déterminants? Si jamais il y en a qui souhaitent aller un petit peu plus loin là-dessus, petit speech de vente là, ici, j'ai une formation, là, tout savoir sur le métabolisme de repos qui est disponible sur drkin.com, donc vous pouvez y aller. Donc je parle vraiment beaucoup plus en détail des déterminants, des facteurs qui vont influencer le métabolisme de repos, les déterminants et ainsi de suite. Donc ce métabolisme de repos-là, on en parle beaucoup, ça revient à la mode ces temps-ci, donc je vois de plus en plus d'intervenants qui vont parler pour stimuler le métabolisme de repos, pour évaluer le métabolisme de repos afin de savoir s'il est normal, anormal. J'ai même entendu des intervenants qui se positionnaient face à certaines personnes et qui allaient affirmer que ton métabolisme de repos, il est problématique, il est beaucoup trop bas, il est beaucoup trop élevé, il est anormal, il faut corriger ça, voici le plan de match. Donc, avant de sauter là-dessus, il faut en premier lieu déterminer est-ce que le métabolisme de repos a été mesuré ou a été prédit. Dans la vaste majorité des cas, le métabolisme de repos, il est prédit. Donc, c'est quoi la distinction entre une mesure et une prédiction? Pour mesurer le métabolisme de repos, il y a en gros deux façons de procéder. Il y a par calorimétrie directe, donc on installe quelqu'un dans une chambre calorimétrique et on va mesurer sa production de chaleur et on va être en mesure de déterminer si la personne est inactive, elle ne digère pas, elle est allongée, il n'y a pas de contraction musculaire, bien, on va être en mesure de déterminer sa production de chaleur au repos, donc sa dépense énergétique au repos. À ma connaissance, au Canada, il y a peut-être une chambre calorimétrique à l'Université d'Ottawa. C'est peu utilisé. Donc, on ne mesure plus le métabolisme de repos par la production de chaleur. Donc, la calorimétrie directe, on n'en fait pratiquement plus. Ce qu'on va faire beaucoup plus, c'est de la calorimétrie indirecte respiratoire. Donc ça, ce qu'on va faire, c'est lorsqu'on est dans un état de repos, la majorité de notre dépense énergétique provient du métabolisme aérobie. Qui dit métabolisme aérobie, dit consommation d'oxygène. Donc, en mesurant la consommation d'oxygène et la production de CO2, on est capable de déterminer la quantité de calories qui est dépensée au repos. Alors, les mesures de métabolisme de repos doivent se faire le matin, à jeun, allongé, dans un environnement thermoneutre, et on va mesurer pendant un certain temps soit la production de chaleur, soit la consommation d'oxygène et la production de CO2. Donc, en faisant ça, on peut obtenir une mesure ponctuelle de la dépense énergétique de repos. C'est rare. Moi, j'en fais en laboratoire, c'est relativement rare que les gens vont en demander, mais c'est très fréquent que les gens vont arriver et vont me dire « Ah oui, j'ai mesuré mon métabolisme de repos, voici la valeur. » S'il n'y a pas une mesure de consommation d'oxygène, production de CO2 ou une production de chaleur, ce n'est pas une mesure. Donc, on a beaucoup d'appareils de bioimpédance maintenant qui mesurent la composition corporelle, qui vont donner une valeur de métabolisme de repos. On se dit, j'ai payé 8 000 $ mon appareil, c'est le fun, en plus de donner la composition corporelle, il mesure le métabolisme de repos. Mais non, il ne mesure pas. Il le prédit. Donc, la prédiction du métabolisme de repos, on va utiliser des équations ou une équation qui va prendre des déterminants du métabolisme de repos, va les rentrer comme variables dans l'équation et va nous donner une valeur prédite. Donc, les équations sont développées chez différentes populations. On en a chez les hommes, chez les femmes, caucasiens, afro-américains, hispaniques, etc., etc. Donc, on a plein de différentes origines ethniques. On a différentes catégories d'âge. Donc, il y a plein de différents types d'équations qui sont développées sur des populations spécifiques qui vont nous permettre d'obtenir une prédiction du métabolisme de repos. Sauf que cette prédiction-là, ce n'est pas nécessairement le métabolisme de repos de la personne. C'est pour son âge, pour son poids, pour à la limite sa composition corporelle, donc selon les variables qui sont insérées dans le modèle de l'équation, on va prédire une valeur normale de métabolisme de repos. Donc si j'ai quelqu'un qui pèse 100 kg, qui a 27 ans, qui est un homme, et j'ai une équation qui utilise le poids, le sexe et l'âge, eh bien, à chaque fois que je vais rentrer la même valeur de poids, la même grandeur, et la même âge, donc toutes les mêmes variables, je vais avoir exactement le même chiffre. Si cette personne-là, sa composition corporelle change, donc si sa masse grasse augmente et sa masse maigre diminue, mais elle peut avoir le même poids, mais elle n'aura pas la même dépense énergétique de repos. Donc l'équation ne sera pas capable de déterminer ça.
Également, dans des déterminants qui sont un petit peu plus rares, mais il y a des éléments comme des médicaments ou encore certaines maladies, certaines pathologies qui vont affecter le rythme métabolique. Si on prend le cas le plus classique, c'est l'hypothyroïdie. Donc, là, chez les gens qui vont souffrir d'hypothyroïdie, on va observer un ralentissement du métabolisme de repos. Donc, le métabolisme de repos va tourner un petit peu au ralenti. On va observer une diminution de la dépense énergétique au repos. Mais ça, ce n'est pas une variable qui est considérée dans les équations. Donc, je ne peux pas dire que le métabolisme de repos de quelqu'un est anormal à partir d'une équation de prédiction, tout simplement parce que les équations vont prédire la normalité. Donc, quand je vais avoir une prédiction issue d'un appareil de bioimpédance, c'est une valeur de métabolisme de repos prédite qui va être normale pour les variables qui sont entrées. Généralement, les variables qui sont entrées dans ces appareils-là, on va avoir l'âge, on va avoir le sexe, on va avoir la grandeur, on va avoir le poids. Je ne suis pas certain que les appareils utilisent la composition corporelle pour le prédire. Ça serait à vérifier parce que malheureusement, l'ensemble de ces compagnies-là ne divulguent pas les équations qu'ils utilisent pour prédire le métabolisme de repos. Donc, quand j'ai quelqu'un qui dit « Venez en consultation, on fait une mesure de métabolisme de repos et on va faire un diagnostic pour savoir si votre métabolisme est normal ou non. » On arrive, on fait une mesure de bioimpédance, on dit « Ah ben voilà, votre métabolisme de repos est à 1567 calories,8. Ça m'apparaît anormal. Donc, il va falloir modifier votre métabolisme de repos. Voici les aliments qu'il faudrait manger pour remettre votre métabolisme de repos sur la bonne voie. Ou encore, voici les exercices qu'il faudrait faire. » Déjà là, on part sur une prémisse qui est complètement erronée. La valeur qui sort de l'appareil est systématiquement normale. Ça se peut que la valeur ne soit pas valide, que la valeur ne soit pas bonne, parce que l'équation, il est possible qu'elle ne soit pas appropriée pour cette personne-là. Exemple, si je prends une équation qui est développée chez les hommes et je le prends pour une femme, ça va me donner une valeur qui est plus élevée que ce que ça devrait être. Donc, il faut savoir, est-ce que l'équation est valide? Est-ce qu'elle va être capable vraiment de déterminer le métabolisme de repos pour cette personne-là? Si je ne connais pas l'équation, si je ne connais pas les variables qui sont utilisées pour faire le calcul, ça devient très laborieux, voire impossible de savoir si ça fonctionne ou si ça ne fonctionne pas bien pour cette personne-là. Donc, à partir d'une prédiction du métabolisme de repos, on peut juste avoir une idée que cette personne-là, si elle est comme les gens sur qui l'équation a été développée, elle devrait avoir un métabolisme de repos de X ou de Y. Donc, on ne peut pas, c'est ça qui est un petit peu fâchant, je dois vous avouer, on ne peut pas arriver à dire ton rythme métabolique est anormal à partir d'une prédiction comme ça, et j'en connais pas beaucoup d'intervenants qui vont faire des mesures de métabolisme de repos. Pourquoi? La raison est assez simple. Il faut faire ça le matin à jeun. C'est l'équipement qui coûte cher. Donc, c'est des conditions qui sont restrictives. On ne peut pas faire beaucoup de patients par journée. Je ne peux pas demander à quelqu'un d'être à jeun jusqu'à 4 heures l'après-midi puis faire une mesure de métabolisme de repos pour être sûr d'avoir une mesure parfaite, la plus représentative et la plus valide possible. Donc, je ne peux pas passer beaucoup de clients. Donc, j'ai de l'équipement qui coûte cher, j'ai beaucoup de contraintes, c'est pas rentable. Donc, il y a peu d'intervenants qui vont faire ces mesures-là. Et de toute façon, mon appareil de bioimpédance me donne une valeur et je peux travailler avec ça. Maintenant, on sait qu'on ne peut pas vraiment travailler avec cette valeur-là pour déterminer la normalité ou non du métabolisme de repos. Si par contre, on a des mesures, on n'est pas sorti du bois non plus. Donc, même si j'ai une mesure de métabolisme de repos, qu'est-ce qui me dit que cette mesure-là, elle est normale ou non? Comment je fais pour savoir si, une fois que j'ai dans toutes les conditions parfaites, le matin, à jeun, immobile, environnement thermoneutre, je fais la mesure de consommation d'oxygène, production de CO2, ça me dit métabolisme de repos, 1427 calories. Parfait. Est-ce que c'est normal ou non? Les gens vont dire, 1427, c'est beaucoup. Ou si j'ai un métabolisme, je fais une mesure, 1000 calories, c'est pas beaucoup. Ça dépend. Si vous avez un colosse qui pèse 150 kg et vous avez une mesure de métabolisme de repos à 800 calories par jour, fort probablement que votre appareil ne fonctionne pas bien, c'est une erreur de mesure, parce qu'effectivement, ça ne fait pas de sens que quelqu'un de 150 kg ait un métabolisme de repos de 800. Donc là, c'est évident. Mais par expérience, c'est bien rare que c'est évident comme ça. Donc, on va avoir une mesure de métabolisme de repos, mais qu'est-ce qu'on fait après? Donc là, il y en a beaucoup qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'ils vont utiliser une équation. Puis je dis beaucoup, encore là, c'est relatif, c'est pas tant que ça. Mais ils vont utiliser une équation, ils vont prédire le métabolisme de repos et ils vont comparer à la valeur mesurée. Donc là, ils vont regarder, OK, la valeur prédite me dit 1400, la valeur mesurée me dit 1425, c'est à peu près pareil, donc c'est un métabolisme de repos normal.
Ça, c'est déjà pas mal mieux. Sauf qu'il faut faire attention. Est-ce que notre équation, elle est valide pour cette personne-là? Est-ce que notre équation, par exemple, tient compte de la composition corporelle, de l'âge, du sexe, etc., ou c'est juste une équation qui tient compte du poids total? Donc, si j'ai une équation qui est bonne, moi, par exemple, je vais utiliser une équation qui va utiliser la masse maigre, la masse grasse pour prédire le métabolisme de repos. Je vais comparer la valeur prédite avec la mesure que j'ai. La difficulté qu'on va avoir ensuite, c'est que c'est quoi l'écart acceptable? Combien de calories au-dessus, c'est normal? Combien de calories en dessous, c'est normal? Si j'ai 1400 calories de prédit, puis j'ai 1300 calories de mesuré, est-ce que c'est un métabolisme de repos qui est problématique ou c'est tout simplement dans la variabilité normale? Donc là aussi, il faut pousser un petit peu plus loin. Il faut voir quelle est la marge d'erreur associée à l'équation de prédiction. Si j'ai une marge d'erreur qui est à peu près de 150 calories, bien, si j'ai un écart à l'intérieur de 150 calories, je ne peux pas vraiment dire que c'est différent entre la prédiction et la mesure. Ensuite, bien, il faut voir c'est quoi la variabilité normale chez l'humain au niveau du métabolisme de repos, de combien ça peut fluctuer d'une journée à l'autre. On peut facilement avoir des fluctuations de 80 à 100 calories. Donc, c'est quand même constant, mais constant à l'intérieur de 80 à 100 calories environ d'une journée à l'autre. Donc, tout changement, tout écart qui est à l'intérieur de la marge d'erreur de mon équation, plus ma variabilité normale qu'on peut observer, ben, je ne peux pas vraiment dire que c'est différent. Donc, ça devient assez compliqué pour déterminer c'est quoi un métabolisme de repos normal ou anormal. Donc, il faut être prudent dans l'ensemble. Petit avertissement, il y a des gens qui vont utiliser une autre méthode pour déterminer la, entre guillemets, normalité du métabolisme de repos. Ils vont aller utiliser une mesure relative, donc une expression relative du métabolisme de repos. On va prendre le métabolisme de repos en calories qu'on va diviser par le poids total. On va obtenir des calories par kilo. Et on regarde si ces calories par kilo-là sont plus basses que des normes qu'on pourrait avoir ou plus élevées, bien, on va aller dire que le métabolisme de repos il est survolté. Donc, on a un hypermétabolisme si on a un chiffre qui est plus grand, ou on a un hypométabolisme, donc on a un métabolisme qui tourne au ralenti si on a un chiffre qui est plus bas. Ce qu'il faut faire attention, c'est dans un premier temps, lorsqu'on divise par le poids total, bien, on prend pour acquis que chaque kilo de poids a la même consommation d'énergie. Donc, c'est comme si chaque kilo qu'on a, c'est tout du pareil. Il n'y a pas de kilo de gras, il n'y a pas de kilo de cœur, il n'y a pas de kilo de foie, il n'y a pas de kilo de muscle. C'est tout 1 kilo, c'est pareil. Si je gagne 1 kilo, si je perds 1 kilo, c'est toujours pareil. Ben, c'est pas ça. Si je perds 1 kilo de gras, ça n'a pas le même effet sur mon métabolisme de repos que si je perds 1 kilo de muscle ou si je perds 1 kilo de cœur. Donc, les différents organes, les différents tissus vont avoir un rythme métabolique différent. Donc, de diviser par le poids total, c'est problématique parce qu'on considère que tous les kilos ont la même consommation d'énergie au repos, ce qu'on sait qui est faux. Ça va désavantager, par exemple, des personnes qui sont en surpoids ou obèses. Donc, un culturiste qui pèse 100 kg versus une personne obèse qui pèse 100 kg, si je divise leur métabolisme de repos par leur poids, je vais obtenir une valeur différente. Je vais obtenir une valeur plus élevée pour le culturiste que pour la personne qui est en état d'obésité. Ça ne veut pas dire que le rythme métabolique de la personne en état d'obésité est problématique. Probablement que ces cellules ont un rythme énergétique tout à fait normal, c'est juste qu'il y a une plus grande quantité de cellules, entre autres du tissu adipeux, qui consomment moins d'oxygène et d'énergie au repos. Donc, 1 kilo de gras, à peu près 4 calories et demie par jour, alors qu'un kilo de muscle, environ 10 à 16 calories par kilo par jour. Donc, le culturiste qui a beaucoup plus de muscles va avoir un métabolisme de repos qui est plus haut, sans nécessairement être plus rapide. Parce que ces muscles vont consommer la même quantité d'oxygène et d'énergie au repos que la personne obèse. Donc, divisé par le poids, ça devient problématique. On va avoir tendance à souvent dire que plus on a de la masse musculaire, qu'il y a un hypermétabolisme, et plus il y a de la masse grasse, qu'il y a un hypométabolisme, alors que le métabolisme de repos est tout à fait normal dans les deux cas pour la composition corporelle de chacun. L'autre problématique, je ne rentrerai pas dans les détails de la division par le poids, c'est qu'on prend pour acquis qu'il y a une relation
qui est linéaire entre la dépense énergétique de repos et le poids, et qu'à 0 de poids, j'étais à 0 de métabolisme de repos. Donc, le point d'interception au niveau de l'axe des X et des Y, il est à 0, alors que ce n'est pas le cas. On n'a pas de point 0,0 quand on parle dans la relation entre le métabolisme de repos et le poids. Donc, de diviser en supposant une relation linéaire, ça aussi, c'est problématique. À certains endroits, plus particulièrement chez les petits gabarits, chez les grands gabarits, on va avoir un écart beaucoup plus élevé, donc une plus grande variabilité parce que ce n'est pas tout à fait la même relation entre la dépense énergétique de repos et le poids. Donc, pour vous donner une idée, ça fait à peu près un S, là, la progression là, sur le graphique. Donc, on a une pente un peu plus prononcée en petits poids, ça plafonne un peu vers des poids moyens, puis après ça, ça fluctue une relation un petit peu plus particulière là, chez les poids plus élevés. Donc, ça devient très, très difficile de déterminer qu'est-ce qu'un métabolisme de repos anormal. Vous avez sûrement entendu parler de l'étude sur les Biggest Losers qui disait qu'après une restriction calorique importante, même plusieurs années après, on avait un métabolisme de repos qui était affecté, qui était au ralenti, qui persistait, etc. Moi, je vous invite à aller lire cette étude-là, puis surtout la méthodologie pour voir comment ils ont fait pour déterminer que le rythme métabolique était anormal chez ces personnes-là. Quand on regarde ça, les auteurs, il y a d'autres auteurs aussi qui ont fonctionné comme ça dans une autre étude qui a conclu la même chose. Ce que les auteurs ont fait, c'est qu'ils ont développé leur propre équation de prédiction du métabolisme de repos à partir des participants. Donc, cette équation-là, elle n'a pas été validée à l'extérieur de ces participants-là. On a dit que statistiquement, mathématiquement, elle était représentative. On a réutilisé cette équation-là quelques années après et on a observé que le métabolisme de repos n'était pas aussi élevé que ce qui était prédit par l'équation. Donc, il n'en fallait pas plus. On a conclu que le métabolisme de repos était scrap, que faire des diètes restrictives, ça tuait notre métabolisme de repos. Quand on réanalyse ces données-là, puis par exemple qu'on utilise d'autres équations de prédiction du métabolisme de repos, on se rend compte que leur équation à eux a tendance à surestimer beaucoup le métabolisme de repos. Donc, lorsque moi, je me suis amusé à réanalyser ces données-là avec d'autres équations, donc j'ai pris 4 ou 5 autres équations différentes pour déterminer le métabolisme de repos chez des personnes en surpoids ou obèses. Et puis, je me suis ramassé à avoir un métabolisme de repos, quelques années après, tout à fait normal. Donc, je n'avais pas du tout les mêmes conclusions que l'article. Donc, on avait un écart très minime, très acceptable entre les valeurs prédites et les valeurs mesurées. Donc ça, je vous dis, ça met un clou dans le cercueil pour ces études-là. Donc moi, je m'explique mal pourquoi les auteurs ont choisi de développer leur propre équation. Je pense qu'ils auraient dû utiliser plusieurs équations disponibles, déjà validées. Puis, avec le lot de ces équations-là, ils auraient vu que les conclusions de leur article, ça tient difficilement la route. Ensuite de ça, on parle souvent aussi des effets de la restriction calorique sur le rythme métabolique. Je ne vais pas trop rentrer là-dedans, mais on va souvent citer, puis j'en ai parlé dans un balado précédent, mais la Minnesota Semi-Starvation Study, donc la fameuse étude sur le métabolisme de repos, puis dans l'autre épisode, j'en parlais quand même de façon assez explicite que dans cette étude-là, la plupart des gens qui en parlent n'ont jamais lu. Donc, quand on va lire d'autres études, donc l'étude sur du Carnegie Lab qui a été faite, c'est des études qui ont été faites après la Première Guerre mondiale pour l'étude du Carnegie Lab et après la Deuxième Guerre mondiale pour le Semi-Starvation Study là, avec Ancel Keys. Ces deux études-là, elles n'ont pas démontré la persistance d'un rythme métabolique anormal lorsqu'on réalimentait les gens. Donc, quand on conclut que la restriction calorique va tuer le métabolisme de repos, va faire en sorte que le métabolisme il tourne au ralenti pour le restant de nos jours, on ne peut pas citer ces études-là parce que les auteurs ont gracieusement mis à notre disposition toutes les données. Donc, c'est des études qui sont incroyables dans leurs détails, dans leur qualité, c'est très bien fait et ils ont rendu disponibles les données brutes. Puis quand on réanalyse ces données-là, on se rend compte que il n'y a pas de ralentissement du métabolisme de repos lorsque l'alimentation revient par la suite. Donc, le rythme métabolique de repos est tout à fait normal pour la composition corporelle que les gens ont après. S'ils ont perdu beaucoup de poids, leur gabarit est plus petit, donc il est normal que leur métabolisme de repos soit plus bas, mais ils roulent à la même vitesse.
On a juste rapetissé un petit peu. Il y a moins de masse maigre, il y a moins de masse grasse, donc il y a moins de cellules qui consomment de l'oxygène au repos. Donc, c'est tout à fait normal qu'on observe une valeur absolue, donc un total de calories au repos qui est plus bas. C'est pas quelque chose d'anormal. Si les gens étaient plus lourds, leur métabolisme de repos serait plus élevé. Là, quand on parle de métabolisme qui ralentit, c'est s'ils étaient encore du même poids, il y aurait un métabolisme beaucoup plus bas. Donc là, ça serait problématique. Mais ces grandes études-là, c'est pas du tout ça qu'elles ont démontré. J'ai même ressorti une étude antérieure à ça qui date de 1904 sur l'effet de la restriction de l'inanition, donc vraiment la malnutrition, qui ont observé le jeûne complet chez les participants. Une étude qui a été faite par Francis Gano-Benedict, donc c'est vraiment dans les pionniers de la recherche sur le métabolisme de repos. Et puis, il ne conclut pas du tout qu'il y a un ralentissement métabolique lorsque les apports énergétiques redeviennent normaux. C'est lorsqu'il y a une restriction calorique assez importante. Donc, par exemple, lorsque ces études-là, d'habitude, on observait une diminution des apports énergétiques d'à peu près 50%. Donc, ils mangeaient moitié moins de calories que ce qu'ils avaient besoin. Et là, à ce moment-là, on observe de façon aiguë un ralentissement du métabolisme. Pourquoi? Bien, il y a moins de processus métaboliques qui fonctionnent parce que il y a moins de substrats disponibles. Donc, il y a effectivement un ralentissement. C'est pas en prévision d'une famine, c'est pas pour faire des réserves plus tard, c'est tout simplement, on a moins de matières premières, il y a moins de processus cellulaires qui sont actifs, donc il y a une dépense énergétique au repos qui est moins grande. Dès qu'on réalimente, on observe un regain de l'activité énergétique puis un retour du métabolisme de repos à un rythme tout à fait normal. Sauf que, comme je le mentionnais, si on a moins de masse musculaire, si on a moins de masse grasse, c'est sûr que la valeur du métabolisme de repos va être plus basse. Donc, pourquoi? Il y a moins de cellules à alimenter en oxygène au repos. Donc, si je garde ça relativement court comme épisode, mais tout ça pour dire que, s'il vous plaît, puis je vais m'adresser aux intervenants. Là. Je vais cibler un petit peu plus la naturopathie parce que j'ai eu plus d'écho en provenance de la naturopathie à ce sujet-là. On m'a même référé aux grandes écoles de naturopathie où est-ce qu'on disait qu'on avait des normes sur le métabolisme de repos, qu'est-ce qui était normal puis anormal. C'est super difficile d'avoir des normes de métabolisme de repos. C'est très complexe. J'ai envoyé quelques courriels pour essayer de mettre la main sur ces normes-là, pour essayer de voir d'où ça provenait, puis c'était quoi. J'ai pas réussi encore à ce jour. Donc, si jamais il y en a qui ont ces fameuses normes-là de métabolisme de repos, je suis super curieux, puis c'est pas pour être méchant, je suis vraiment, vraiment intéressé à aller voir d'où ça vient, puis essayer de comprendre. Parce que dans ma conception des choses, c'est très, très difficile de déterminer un métabolisme de repos normal ou anormal. Là, il y a beaucoup de variables qui rentrent en ligne de compte. Et ce que ça fait, malheureusement, c'est qu'on va bâtir des interventions pour stimuler un métabolisme de repos qui est tout à fait normal, ou encore, on va expliquer une difficulté à perdre du poids par un métabolisme de repos anormal, alors que c'est pas le cas. Donc, ça va faire une sorte de diversion vers quelle est la vraie problématique, quel est l'élément qui fait que la personne qui tente de perdre du poids n'y arrive pas. C'est pas son métabolisme de repos parce que il est normal, dans le fond, parce que, on ne l'a pas mesuré. T'sais. Si on le mesure, puis on se rend compte qu'effectivement, il y a un métabolisme de repos qui est anormal pour la composition corporelle, l'âge, le sexe de cette personne-là, là, on peut investiguer. Est-ce que c'est de l'hypothyroïdie? C'est presque toujours le cas. Ou encore, est-ce que c'est certains médicaments qui sont reconnus, surtout des médicaments utilisés en santé mentale, qui sont reconnus pour avoir un petit effet qui ralentit un peu le métabolisme de repos. Mais pour vous dire, j'ai eu un patient dernièrement où est-ce qu'on a fait une mesure de métabolisme de repos qui prenaient des médicaments justement qui étaient présumément qui affectaient le métabolisme de repos, puis ces valeurs étaient à 80 calories près de la valeur prédite. Donc on a mesuré le métabolisme de repos, c'était, je me souviens plus, 80 au-dessus ou 80 en dessous de la valeur prédite, donc la normalité pour cette personne-là, pour sa composition corporelle, son âge, son sexe. Donc, ces médicaments-là n'ont pas semblé affecter son métabolisme de repos outre mesure. Ils étaient dans des valeurs tout à fait normales. Donc, faites attention si vous structurez des interventions. Faites attention si vous avez des chiffres de métabolisme de repos. Si vous ne faites pas des mesures, soyez prudents. Comprenez ce que vous utilisez comme outil. Faites attention avec les diagnostics que vous faites. Ici, je vais m'adresser, par exemple, aux nutritionnistes.
Les nutritionnistes qui vont travailler avec une valeur de métabolisme de repos, qui vont multiplier par un facteur d'activité physique et qui vont déterminer les besoins énergétiques journaliers. Faites attention avec cette méthode-là parce que si vous utilisez une équation, il y a une marge d'erreur avec l'équation. Cette marge d'erreur-là se trouve à également être multipliée par votre facteur d'activité physique. Donc, on se ramasse souvent à avoir une prédiction des besoins énergétiques à plus ou moins 400-500 calories près de la réalité. C'est ça sans compter la marge d'erreur associée à notre estimation de l'activité physique. Donc, faites preuve de prudence. Là, c'est pas parce que vous utilisez une équation qui est super bonne que le chiffre qui va vous donner au bout pour les besoins énergétiques va être parfait. Donc, il faut vraiment faire attention là, quand on va parler de métabolisme de repos. C'est des choses qui sont complexes. C'est des choses qu'il n'y a pas nécessairement de consensus actuellement pour, entre autres, qu'est-ce qu'un métabolisme de repos lent ou rapide. Puis, il y a aussi beaucoup d'incompréhension ou de mauvaises interprétations. Moi, je vous encourage à aller lire des travaux de Benedict, de Keyes. Ils ont vraiment fait des bijoux. Vous avez des valeurs journalières, des mesures qui ont été faites pendant plusieurs semaines à tous les jours, bilan azoté, prise de sang, fréquence cardiaque, activité physique. Pour des études faites dans les années 1900, c'est fabuleux ce qu'ils ont fait. Puis, juste pour vous dire, dans ces études-là, puis moi, je pensais que j'innovais en parlant de sédentarité puis en parlant d'effets de restriction calorique sur l'activité physique. Ils l'ont déjà noté. Dans les années 1900, on savait que la restriction calorique avait un effet négatif sur l'activité physique sur 24 heures. Imaginez, puis là, on a l'impression, moi le premier, qu'on a découvert ça dans les années 2000. Pas du tout, ça fait une centaine d'années qu'on le sait. Donc, moi, j'invite beaucoup les auditeurs là, à aller relire ces études-là. Ça vaut la peine. Puis on se plonge dans un pan de l'histoire là, qui est fascinant aussi. Ceci étant dit, dernière petite plug vente, juste pour vous dire que présentement, je travaille sur une formation justement assez poussée sur les effets de la restriction calorique, sur le métabolisme de repos, l'activité physique, la condition physique, la sédentarité. Donc, c'est quoi les impacts réels? Donc, je vais vraiment faire une synthèse des grandes études là, de Keyes, Benedict et compagnie. Vraiment, je me tape toute la lecture de tout ça pour vraiment là, que les gens aient leur juste sur qu'est-ce qui se passe quand il y a une restriction calorique, qu'est-ce qui change change pas, puis comment gérer ça. Donc, je sais que la restriction calorique, les gens pensent que c'est de la famine, là, mais par restriction calorique, c'est pas nécessairement crever de faim. Donc, quand on réduit nos apports énergétiques, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que ça donne. Puis je pense que cette formation-là, entre autres, là, qui devrait être disponible sous peu, va vraiment permettre de mieux comprendre puis va limiter la propagation de mythes et légendes là, concernant le métabolisme de repos. Donc, en terminant, soyez prudent quand un intervenant vous parle de métabolisme de repos. S'il n'y a pas eu de mesure, il faut faire bien attention. Là, ça pourrait être une question à poser. Est-ce qu'un métabolisme de repos, là, il est mesuré ou prédit? Donc ça serait la première chose. Si la personne n'est pas capable de faire la distinction entre les deux, il manque des outils là, dans sa boîte à outils là, au niveau de ses connaissances pour être capable de parler de métabolisme de repos puis faire des conclusions là, qui sont pertinentes et qui vont mener, là, qui vont porter fruit là, au niveau de l'atteinte de vos objectifs. Donc, ça complète cet épisode de mon côté. Si vous avez des commentaires, si vous souhaitez partager, n'hésitez pas. Si vous appréciez, sur la plateforme que vous écoutez, faites un like. Écrivez-moi mso@drkin.com. N'hésitez pas pour les questions sur la page Facebook du Dr. Kin. Même chose, n'hésitez pas à me poser vos questions, proposer vos sujets. Si vous n'êtes pas d'accord, si vous avez des données contraires, je suis super content d'en parler. Surtout si vous avez des données, là, je suis avide de données contraires à ce que j'ai, justement pour bien comprendre et bien faire le tour du sujet. Donc, je vous remercie, puis à la prochaine!